21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. Luxe et développement durable sont-elles deux notions antinomiques? A priori, c'est vrai que ces deux termes n'ont rien en commun et pourtant, comme le démontre un ouvrage paru il y a quelques mois, il existe une nouvelle alliance entre luxe et développement durable. Les grands groupes français, en tout cas, se penchent de plus en plus sur la question. Ce thème fait désormais partie des discours des PDG, par exemple lors des assemblées générales des groupes. Des postes sont désormais créés au plus haut niveau de ces entreprises et nos invités de ce soir ont pris une longueur d'avance, patron de PME. Cela fait déjà quelques années qu'ils ont pris conscience de l'enjeu. Laurence Beer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Luxetica, agence de voyage spécialisée dans les destinations luxueuses et éthiques, donc comme son nom l'indique. Et vous l'avez fondée il y a tout juste 4 ans, à un jour près. On peut vous souhaiter bon anniversaire ce soir presque. Ouais, c'était hier. Alexandre Murat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG et fondateur d'Adamance. C'est un site de joaillerie en ligne. Et vous êtes donc également co-auteur de l'ouvrage que je présentais à l'instant, La Nouvelle Alliance Luxe et Développement Durable. Vous l'avez coécrit avec Cécile Lochard et c'est paru aux éditions Erol d'Organisation. J'ai bien tout dit. C'est parfait. Christine Péjaudier, bonsoir. Vous êtes dirigeante. Bonsoir. Alors on dit du Lit National ou de Le Lit National. Comment s'appelle exactement votre société? Alors l'entreprise s'appelle Le Lit National. Voilà. Charmant nom hérité de mon père, puis de mon grand-père, donc c'est un petit côté désuet. Mais... C'est ça, parce que là on retourne loin en arrière. Entreprise créée en 1909, donc par votre grand-père, au Pré Saint-Gervais, près de Paris. Et depuis, ça n'a pas bougé. Depuis, c'est toujours au Pré Saint-Gervais, donc on a essayé de bouger quand même à l'intérieur. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Vous avez deux boutiques aussi dans le 16e arrondissement à Paris. Alors justement, j'aimerais qu'on commence à discuter avec vous de cette définition, parce que je disais ces notions antinomiques, luxe et développement durable, ça pose quand même question. La responsabilité sociale et environnementale. Christine Péjaudier, par exemple, quelle est votre définition de ce terme d'éthique et de développement durable et en quoi ça peut aller ou non avec le luxe? Pour moi, le développement durable, c'est le summum du luxe, c'est le summum du respect. Donc c'est quelque part, moi je souhaitais montrer au travers du travail qu'on fait et de l'entreprise que quelque part, le summum du luxe, c'était justement passer par ce développement durable, par ce respect social, sociétal et environnemental. Finalement, c'est une déclinaison assez logique. Quand on parle de luxe, on doit aboutir au développement durable. Alexandre Murat, le luxe, vous dites finalement, lui doit montrer l'exemple en termes de développement durable. Le luxe a clairement valeur d'exemplarité. Le luxe est symbole d'excellence. Et il faut que le luxe arrive à mettre en œuvre cette excellence au service du développement durable. Et il y a je pense, un vrai échange gagnant-gagnant qui peut y avoir entre le luxe et le développement durable. Le luxe apportant l'excellence et au développement durable, apportant également la désirabilité qui a manqué aussi au développement durable, faut bien être honnête. Hein. Et puis, de son côté, le développement durable, lui, peut apporter évidemment beaucoup de valeurs environnementales, sociales, comportementales également au luxe. C'est véritablement un rôle de prescripteur là que doit avoir le luxe dans toutes ces notions d'éthique, de développement durable, de responsabilité sociale. Clairement, il y a un rôle prescripteur fort, mais comme chaque fois a été le luxe, hein, d'ailleurs, le luxe est prescripteur dans plein de domaines, et il faut qu'il le soit également dans le développement durable. Le luxe a un petit peu été à la traîne du développement durable. Ça a été un petit peu l'escargot du développement durable en quelque sorte. Et puis maintenant justement, les choses sont en train de changer en profondeur et je pense au contraire que ce luxe a vraiment beaucoup à apporter de complémentaire par rapport à d'autres industries qui ont pris de l'avance sur le développement durable par rapport au luxe. Alors Laurence Beer, je vous vois opiner du chef. Oui. Vous, lorsque vous avez créé votre société, ça vous a apparu évident qu'on pouvait marier, donc on disait c'était il y a tout juste 4 ans, qu'on pouvait marier luxe et éthique. Oui, on pouvait bien le marier. Et j'ai été surprise de pouvoir trouver ce nom-là et qu'il ne soit pas déjà pris. Et donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir créer le nom Luxetica et de m'apercevoir qu'il était disponible. Et donc c'est possible. Et je pense aussi que le luxe doit être précurseur et doit montrer la voie, montrer l'exemple, parce que dans l'industrie du luxe, il y a des moyens que d'autres n'ont pas. Et si ce n'est pas le luxe qui initie et montre un petit peu cette voie parce qu'ils en ont les moyens,
ce serait quand même triste. Et donc je pense que l'hôtellerie de luxe a tout en main pour vraiment se développer dans cet axe-là. Alors on rentrera justement un petit peu plus précisément, bien évidemment, dans votre démarche, mais on entend tout de suite quand on parle luxe, développement durable, qu'il y a aussi une question de transparence, de traçabilité qui est importante. Christine Péjaudier, je crois que vous avez repris l'entreprise familiale il y a 15 ans environ. Il y avait déjà un petit peu cette démarche sans qu'elle soit dite finalement. Absolument, dans la mesure où on travaillait avec des matériaux naturels, c'était une fabrication artisanale, donc c'est du peuplier, c'est de la laine, c'est du crin, c'est le matelas de laine qui est le truc le plus durable qui puisse exister, mais qui était justement le moins désirable du marché. Donc je me suis dit quand même c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc essayer de pousser la démarche au bout. Il restait encore quelques produits, des colles, des solvants, etc. Donc à chaque fois j'ai essayé d'avancer sur ce qui restait à avancer en termes de traçabilité, de développement durable. Je ne choisis que des fournisseurs qui sont français, proches, de proximité, parce qu'il me semble que c'est aussi un caractère important, non seulement socialement, et puis on défend aussi des métiers traditionnels. Donc c'est vrai qu'il y avait un pas qui n'était pas aussi grand que ça à franchir. Par contre, là où le travail a dû vraiment se faire, c'est rendre justement un peu glamour, montrer que le développement durable, c'était pas que des trucs verts qui grattent. On pouvait avoir... C'était pas seulement le retour du Larzac. Voilà, absolument. On n'est pas obligé d'avoir de la paille dans les cheveux et des toiles de bure, et que même si on faisait du chanvre ou du lin bio, c'était des choses qui étaient, on les donnait à toucher, les donnait à voir, et que c'est une douceur infinie. Et en plus, je respecte d'autant plus mes clients qui ne respirent pas n'importe quoi pendant qu'ils dorment. Et oui, c'est ça, ni solvant, ni produits chimiques. Absolument. Et voilà. Tout est garanti, tout est fabriqué par nous. À la maison avec nos petites mains, donc on maîtrise complètement les approvisionnements, la manière de fonctionner. Il y a ni colle ni produit, le coutil est en coton bio, il n'y a pas du tout de traitement par-dessus, et je garantis franchement le sommeil sur les 4 oreilles. Donc c'est ça, vous avez soulevé la question vous êtes maître finalement de toute la chaîne, ça c'est une chose importante, et vous avez noté une chose importante aussi qui peut relier luxe et développement durable, en tout cas selon vous Alexandre Murat, c'est l'idée de la transmission et du savoir-faire. Ça aussi, c'est une notion qui regroupe les deux choses. Absolument. Le luxe a cette notion de durabilité, d'abord parce que les produits de luxe, en tout cas, c'est ce qu'ils doivent être éminemment durables. Justement, ce sont des produits qui se passent de génération en génération, que ce soit des malles de nos grands-pères ou grands-mères, ou des lits, ou des tas d'autres choses. Et donc, il y a des matières là. Il y a vraiment une durabilité intrinsèque. Et puis, en plus de ça, il y a une vraie transmission à avoir. Et intrinsèquement, dans le luxe, il y a cette notion de transmission du savoir-faire, et de dimension familiale, mais à la limite, ça c'est un plus, mais c'est vraiment la transmission du savoir-faire qui est un enjeu ici, et donc de formation, d'artisanat au sens noble du terme. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont intrinsèques également au développement durable. Alors on va le voir, ça regroupe beaucoup de choses finalement, ces notions de luxe, de développement durable, d'éthique, d'autant que on parle de produits, de la literie, on va parler joaillerie, on va parler tourisme aussi. Là, on est encore sur une autre démarche, peut-être encore plus proche des populations. On va voir ça dans un instant. On va faire une petite pause d'abord sur BFM Business, et puis on va revenir sur ces questions justement de transparence, de traçabilité, qui sont souvent, je crois, importantes pour les clients. À tout de suite. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Et je suis toujours en compagnie de Laurence Beer, fondatrice et dirigeante de Luxetica, d'Alexandre Murat, PDG d'Adamance, co-auteur de la nouvelle alliance Luxe et Développement Durable, et de Christine Péjaudier, dirigeante du Lit National. Alors je sens que la discussion continue pendant la petite pause, mesdames. Alors justement, on n'avait peut-être pas terminé avec vous, Christine Péjaudier, sur cette question des matelas. Laurence Beer, vous vous inquiétez de savoir? J'ai posé la question de savoir combien de temps on pouvait garder un lit du Lit National. Et la réponse, on a eu un début de réponse qui était très intéressant et qui serait bon de partager. Allons-y. Donc les matelas de laine, en fait, ça se garde toute la vie. Voilà, garantie à vie. Matelas qui se refont. Donc, au départ, un matelas de laine, c'est une technique traditionnelle. On a une couche de laine de mouton, une couche de crin animal et une couche de laine. On a une toile et tout le travail de façon est fait autour, donc à la main. Et donc, un matelas de laine, au bout de 7-8 ans, les matières vont se tasser progressivement, mais ne vont pas s'abîmer. Ce qui fait qu'au bout de 7-8 ans, on récupère le matelas et on peut le refaire. Ça veut dire qu'on va ressortir les matériaux.
on va les repasser dans une machine qui s'appelle une cardeuse, de manière à leur redonner leur énergie, leur vivacité, etc., et leur qualité d'origine. Et on va reprendre une toile neuve, on va remettre les matériaux, les vôtres. Ce sont les mêmes matériaux. Absolument. Et on remet une toile neuve et on refait le travail. Ce qui fait que on est toujours avec des matériaux complètement naturels, provenance France, Limousin, Queyras, etc. Et en plus, vous les recyclez. En plus, on les recycle. Le client achète son capital laine, ce qui fait qu'une réfection coûte la moitié du prix d'un neuf. Donc vous avez, c'est économique, écologique, complètement durable, complètement naturel, transparent. Et je vous dis, la notion économique, elle est aussi vachement importante, parce qu'un autre matelas, au bout de 10 ans, vous le jetez, basta, et vous en rachetez un intégralement. Alors que là, le capital laine, on l'entretient. Et ça peut durer, ça peut se faire toute votre vie, toute la vie du matelas. De temps en temps, on peut rajouter 1 ou 2 kilos de laine si ça s'est un peu perdu en route. Et si jamais il se retrouve dans une poubelle, malgré tout, il fera de mal à personne. Voilà. Et vous continuez à faire travailler aussi en permanence comme ça les gens qui Absolument. vous avez 11 salariés, je crois, aujourd'hui. Alors en tout, on est, c'est une entreprise, on est 42. 42. Entre la livraison, les approvisionnements, les magasins, bien sûr, et la fabrication, on est une vingtaine. D'accord. Voilà. Et ça permet effectivement de préserver justement des savoir-faire, de former des gens. Là, on a obtenu le label entreprise du patrimoine vivant, donc on est super fiers. Et c'est toute cette mise en œuvre du savoir-faire, de la durabilité dans le temps, dans l'espace, qui est extrêmement intéressante. Alors Alexandre Murand, on est sur une autre problématique avec vous, même si elle se rejoint, puisque vous êtes dans la joaillerie. Votre site internet à Damance, il a été lancé en 2005. À l'époque, vous avez un peu rué dans les brancards parce que vous êtes quand même rue de la Paix, donc du côté de la place Vendôme, avec tous les grands joailliers. Déjà, vous leur avez fait peur. Vous avez dit si on peut vendre des diamants sur internet. Bon, soit. Et maintenant, vous dites en plus il faut vendre éthique. Oui, je me suis pas arrêté en chemin, tant qu'à ruer dans les brancards, allons-y franchement. Donc effectivement, ça a commencé sur la joaillerie en ligne qui avait fait une petite détonation dans le monde de la joaillerie. L'objectif étant de moderniser le luxe. Et je pense que dans cette modernisation du luxe, il n'y a pas que le média Internet qui est important, mais il y a également la partie éthique, justement, aller de l'avant pour rendre éthique un milieu qui l'a un peu occulté. Non pas qu'il ne l'ait pas été forcément, d'ailleurs, mais en tout cas qui l'a pas beaucoup montré, quoi. Donc oui, on peut et on doit fabriquer des bijoux en or éthique, c'est-à-dire en or tracé. Et en ce qui concerne les diamants, mais ça c'est depuis le début d'Adamance, effectivement, on peut les tracer via bien sûr le certificat, via la provenance. Ça, il y a eu beaucoup de choses de faites autour des diamants, le processus de Kimberley contre les diamants de la guerre, ça on en avait beaucoup entendu parler. En revanche, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus sur l'or tracé, l'or éthique. C'est difficile de trouver de l'or équitable aujourd'hui. Comment vous faites? C'est quel parcours? Alors c'est difficile, c'est-à-dire que pour l'instant les mines, il y en a pas énormément, mais enfin il y en a quand même de plus en plus. Elles sont situées essentiellement en Amérique du Sud et il y a tout un processus de traçabilité et d'extraction d'extraction et de traçabilité plutôt qui est important. C'est-à-dire que l'or est extrait dans des conditions environnementales et sociales qui sont respectueuses et ensuite de ça, il y a un côté hermétique, c'est-à-dire qu'on va extraire de l'or éthique, le sceller entre guillemets de manière à ce qu'il n'y ait pas d'or sale qui rentre dans le paquet et puis ensuite l'expédier en France pour qu'il soit traité et fabriqué. Et là aussi dans l'atelier, j'ai pris beaucoup d'attention à aller moi-même dans l'atelier vérifier que toute la traçabilité était parfaite, ce qui est le cas. Alors, lorsqu'on va sur votre site internet, c'est pas forcément mis très en avant, même si vous avez donc son disponible le bracelet Good Planet que vous avez fait avec Yann Arthus Bertrand. Vous allez nous raconter ça, et puis que vous avez une vraie collection aussi en or équitable. Effectivement, ça a commencé un peu comme ça. Ça a commencé avec Yann Arthus Bertrand, avec qui je voulais depuis longtemps faire quelque chose. On s'était croisés à pas mal de moments de notre vie, et un jour je lui ai dit écoute, j'aimerais faire quelque chose pour ta fondation. Il m'a dit faisons un bijou.
Et donc c'était assez rigolo parce que lui est issu d'une famille de joailliers, les Bien Artus sûr. Bertrand, et donc et là moi je suis un passionné d'environnement, donc on s'est trouvé là-dedans. On a créé le bracelet dont tous les bénéfices sont reversés au profit de la Fondation Good Planet. Et puis on s'est pas arrêté en chemin effectivement, puisqu'on a créé une collection qui s'appelle la collection Adamance Ethics, d'une série de bijoux qui sont en or tracé toujours, et petit à petit on va en développer de plus en plus. Mon objectif, pour être très clair, c'est qu'à terme, tous les bijoux soient achetables en or éthique, en or tracé. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, finalement, il n'y en a pas beaucoup sur votre site internet. C'est parce que c'est long et compliqué comme processus. Je pense surtout qu'il faut commencer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, et ça c'est un vrai problème du luxe qu'on a rencontré dans le livre d'ailleurs quand on a fait les interviews, c'est que beaucoup de gens dans le luxe ne communiquent pas sur leurs actions développement durable. Or, ils en font. Et une des raisons pour lesquelles ils ne communiquent pas, c'est qu'ils disent, écoutez, non, c'est pas encore parfait, toute notre gamme n'est pas au point, ceci, etc. Et du coup, on communique pas. Donc c'est un côté binaire qui dit soit c'est parfait, on communique, soit c'est pas parfait, on communique pas. Moi, j'ai pas cette attitude-là. Je pense qu'il faut, dès qu'on fait quelque chose, le dire, le montrer. Et simplement dire aux gens que l'or tracé, ça existe. Vous faites un micro-trottoir là en bas, 99% des gens, si ce n'est 100%, ne savent pas ce que c'est que de l'or tracé. Ah, ça c'est sûr, voilà. je vous confirme, avant de préparer l'émission. Je ne le savais pas. Ceci dit, vous dites, on n'arrivera jamais à tout tracer. On peut pas que ce soit... Alors les diamants, ça commence à être plus clair. Vous parlez de l'or tracé. Oui. On pourra pas faire ça pour tout. Non, on pourra sans doute pas faire ça pour tout, mais c'est pas parce qu'on peut pas faire ça pour tout qu'il faut pas commencer quelque chose. En fait, c'est ça le message. Et de dire, voilà, il faut développer cette conscience. C'est un de nos rôles et un des rôles notamment du site d'Adamance, parce qu'on a la chance d'être sur Internet, donc d'avoir 150 000 visiteurs uniques par mois qui viennent nous voir. Au moins le premier message, c'est de dire ayez conscience que ça existe. Et puis ça existe, regardez, il y a des bijoux qui sont faits avec, etc., etc. Donc certes, demain, tous les grands joailliers de la place Vendôme vont pas passer du jour au lendemain leur collection et leur gamme en or tracé. Ils n'en ont pas forcément la capacité ni la volonté d'ailleurs. Et les stocks d'or tracé sont pas forcément non plus suffisants pour l'instant. Mais il faut initier le mouvement et c'est la demande qui fera changer l'offre. Bon, à suivre. Donc Laurence Beer, vous, on n'est pas sur de la production, on n'est pas sur de la traçabilité, quoique, puisque avec Luxetica, vous êtes sur une agence de voyage qui propose donc des voyages de luxe en priorité sur mesure et éthique. Très important. Quels sont les différents niveaux de votre engagement? Alors, on va peut-être d'abord les lister, on fera une petite pause et puis après on rentrera dans le détail. Alors déjà j'essaie sur tous les produits que j'ai mis en ligne sur le site, la majorité a été visitée par l'équipe. Donc on est 2 aujourd'hui dans cette société, donc on essaie de partir au maximum sur place. Malheureusement, j'ai pas le temps d'être à 100% en voyage, sinon je ne pourrais pas tenir les rênes de la société, je n'aurais plus de vie. Mais j'essaie au maximum vraiment de partir sur le terrain et d'aller vraiment à la rencontre et aller visiter de fond en comble les lodges, de parler avec les propriétaires, les managers et surtout les équipes et de comprendre en quoi la démarche du lodge est réellement éthique, qu'est-ce qu'ils font en faveur de l'environnement, comment ils ont construit ce lodge, comment ils l'ont pensé, comment ils ont intégré les populations locales. Bon, je travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Est, donc il y a vraiment une forte implication des communautés locales dans toute la vie des petits hôtels et des lodges que je représente. Et quelle est donc cette relation entre les communautés et le lodge? Comment ils sont intégrés dans le partage des revenus et s'ils sont également bien payés, bien traités, bien formés, s'ils ont des perspectives de développement ailleurs, parce qu'ils vont pas forcément faire leur vie au sein d'un seul lodge, mais ils vont évoluer. Donc je vais sur le terrain pour essayer d'évaluer tout ça et voir si le produit va correspondre à vos attentes de mes clients. D'accord, alors ça c'est un premier plan. On reviendra sur les autres juste après. Pour l'instant, il est 21h28 sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Et
Et je suis toujours en compagnie de Christine Péjaudier, dirigeante du lit national, d'Alexandre Murat, PDG d'Adamance et co-auteur de la nouvelle alliance Luxe et Développement Durable, Paris aux éditions Erol, édition d'organisation, avec Laurence Beer, fondatrice et dirigeante de Luxetica, l'agence de voyage. Alors pardon Laurence Beer, juste avant le journal de l'économie, je vous avais un petit peu coupé. Vous nous racontiez comment vous faisiez pour aller trouver ces éco-lodges, comme on dit aujourd'hui, ces hôtels, en tout cas qui ont une vraie responsabilité sociale, environnementale, avec lesquels vous travaillez. Ouais. Simplement, il n'y a pas que ce niveau-là. Vous ne vous contentez pas, si j'ose dire, de ce rapport-là, de cet engagement-là chez Luxetica. Chez Luxetica, on reverse aussi un pourcentage. En fait, je consacre une partie d'environ 15 € par client que je vais distribuer à 3 types d'associations que j'ai présélectionnées et qui sont les mêmes depuis la création de la société. Donc une société qui est Planète Finance et qui milite en faveur du développement du microcrédit. Solidarité qui en fait s'occupe de l'aide d'urgence. Et Action Carbone pour la compostation carbone des voyages que j'organise, parce que malgré tout, pour rejoindre des pays, des destinations lointaines, j'aimerais bien proposer des cargos ou des voyages à dos d'éléphant ou de cheval par exemple, mais ça prendrait un peu trop de temps et je pense que j'aurais pas beaucoup de clients. Ça serait un peu compliqué aujourd'hui, j'imagine. Et vous impliquez le voyageur, j'ai envie de dire. Alors le voyageur, j'essaie de l'impliquer de plusieurs façons. J'essaie de lui expliquer en amont quel type de lodge il va visiter, qu'il y a possibilité de faire des donations. Et je travaille aussi avec une association qui est anglaise, qui s'appelle Pack for a Purpose, et qui en fait a recensé un certain nombre de lodges et qui sur le site vraiment explique de façon très explicite par destination, par lodge, quels sont les besoins concrets, parce que j'ai des clients qui vont faire des donations d'argent, tout simplement, ça va beaucoup aider. Néanmoins, il y a aussi des clients qui ont envie d'apporter quelque chose, des stylos, des produits. Aussi. À savoir-faire, parfois aussi. J'ai des clients médecins qui ont donné de leur temps, une journée, 2 journées dans des dispensaires. Mais aussi, ils peuvent apporter des vêtements, des aides médicales, des antibiotiques, des médicaments. Et tout ça, c'est listé sur un site qui est vraiment très bien fait et qui est dirigé par une femme qui est vraiment super. Et ça commence à se développer. De plus en plus de lodges adhèrent à ce site. Et donc, on peut, en tant que client, et je pousse mes clients à consulter le site et à voir ce qu'ils peuvent prendre dans leur valise et amener eux-mêmes avec, alors c'est extra quand on a des enfants, de pouvoir visiter des villages et apporter et donner des choses, et les enfants transmettent des choses aux enfants par exemple. Mais des choses dont ils ont réellement besoin, c'est ça aussi qui est important. Ça correspond à une véritable attente. C'est pas le client qui va penser que un sac de bonbons bien faire, va servir à quelque chose. C'est vraiment des produits ciblés dont les communautés ont exprimé le besoin. Alors vous donnez aux voyageurs aussi la charte du voyageur responsable. Et effectivement, c'est peut-être ça aussi l'important, c'est quand on parle luxe, luxétique, c'est l'engagement du client. Oui, l'idée c'est d'expliquer aux clients, mais bon, j'ai beaucoup de clients qui ont déjà compris cette notion-là, que lorsqu'on passe quelque part, l'idée c'est de ne pas laisser une empreinte. Une mauvaise empreinte durable, enfin durable dans le mauvais sens du terme, hein, n'est-ce pas, en passant quelque part, et que il faut respecter les lieux, les personnes que l'on visite, et pouvoir y revenir et retrouver le lieu dans les mêmes conditions si elles sont bonnes, ou en tout cas de meilleures conditions si c'est possible. Est-ce que vous pensez que vous avez pu monter tout ceci parce que vous êtes une PME, vous êtes une toute petite structure, vous disiez on est 2. Oui. Est-ce que depuis que vous l'avez créé il y a 4 ans, un voyagiste a cherché à vous racheter, ou est-ce que c'est parce que pas encore, on va faire un petit appel. Non, pas forcément. J'aime bien regarder. Mais j'ai mon indépendance, c'est assez agréable. Est-ce que du coup, justement, la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, la transparence, elle est plus aisée lorsqu'on est une petite structure? Je pense, oui, parce qu'on est, on se parle, on est vraiment au plus proche des clients, et puis quand on est une micro-équipe,
On envisage d'embaucher encore quelqu'un prochainement, mais on peut vraiment, il y a pas de, on est en permanence les uns en face des autres, et donc on échange et on sait ce qu'on a visité. On fait un partage d'expérience parce qu'on se divise aussi des territoires, donc on peut pas tout visiter et être multizone. Donc on a chacune des spécificités. Et il y a un partage d'expérience qui est fort, et je pense qu'on le perd quand on atteint des tailles de plus en plus importantes. Et quand les grosses agences, j'ai le sentiment que les très grosses agences n'envoient pas leur personnel sur le terrain à la rencontre des lieux et des personnes. Et ça, c'est dommage. Alors, il faudra tester ça. On va pas balancer tout de suite. Alexandre Murat, dans votre ouvrage, La Nouvelle Alliance Luxe et Développement Durable, à un moment donné, justement, vous parlez des PME. Vous expliquez effectivement que les grands groupes, parce que vous nous disiez tout à l'heure, ont été un petit peu à la traîne, peut-être, ou en tout cas n'ont pas forcément communiqué sur ce qu'ils faisaient. En revanche, il y a les marques de luxe éco-bornes, comme vous dites, ces marques qui sont nées finalement depuis, comme vous tous, alors pour le Ligue national c'est une autre histoire, mais en tout cas depuis les années 2000, ces nouvelles marques qui vont rentrer dedans. Alors on vous reçoit aujourd'hui, mais il y a aussi Valentine Gauthier qu'on peut citer dans la mode, Doumi dans les cosmétiques, enfin voilà, des démarches où dès le départ on s'impose développement durable et éthique. Ça c'est effectivement un phénomène qui maintenant prend de l'ampleur, et effectivement il y a chaque secteur, j'allais dire, va connaître ça ou ces marques éco-bornes, comme on dit, donc qui sont vraiment positionnées et sont nées avec un ADN éco-responsable, et qui en font leur fer de lance, qui en font leur argument marketing, qui en font leur positionnement, etc., etc. Et c'est très bien, parce que ce sont ces marques-là qui vont être, c'est la mouche du coche en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que elles vont être beaucoup plus réactives, vont aller sans doute beaucoup plus loin aussi dans leur positionnement et dans les actions qu'elles vont entreprendre. Et du coup, ça va forcément avoir à un moment donné comme effet de titiller, entre guillemets, les grands groupes, les grandes marques, et dire, je peux pas me laisser dépasser par la droite, par une petite marque sur ce sujet-là. Donc, effectivement, ça a vraiment du sens, je pense. Alors, on va voir les avantages et puis les inconvénients aussi que ça peut avoir de jouer la carte complète du développement durable et du luxe éthique, pardon. On fait une petite pause sur BFM Business, on se retrouve tout de suite. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Verniol. Et je suis toujours en compagnie de Laurence Beer, fondatrice et dirigeante de Luxetica, d'Alexandre Murat, PDG d'Adamance et co-auteur de la Nouvelle Alliance Luxe et Développement Durable, et Christine Péchaudier, dirigeante du Lit National. Une petite question très rapide à vous trois. Est-ce que l'éco-conception des produits, le luxe éthique, le développement durable sur lequel vous vous appuyez, implique des coûts plus importants et donc des prix plus élevés? J'ai relevé rapidement, chez le Lit National, on est sur des 3-5 000 euros les premiers tarifs. Vous me dites si je me trompe. Chez Luxetica, budget minimum pour une semaine par personne sans le voyage, 2500 euros. C'est ça, à peu près? Oui. Vous confirmez chez Adamance? Oui. Le petit bracelet dont vous parliez tout à l'heure, Good Planet, c'est 249 euros. Et le bracelet, donc pareil, le lien avec de l'or tracé, Adamance Ethics, 360 euros. Alors, qui a envie de répondre à cette question sur les coûts rapidement? Alors, sur les coûts, en ce qui nous concerne, nous, il y a deux niveaux de réponse. C'est-à-dire que oui, l'or éthique, l'or tracé, coûte plus cher. D'abord parce qu'il y a le coût de la traçabilité, et ensuite parce qu'il y a un côté commerce équitable, c'est-à-dire qu'il y a une part plus importante qui est reversée aux petits producteurs. Donc en gros, le coût additionnel, c'est entre 10 et 15%. Voilà. Le deuxième niveau de réponse, c'est est-ce que moi j'ai envie ma politique de prix me dit de faire, ok, est-ce que j'applique cette hausse ou pas? Et ça, c'est la décision de chaque entreprise d'appliquer un surcoût, de répliquer le surcoût sur le prix. En ce qui nous concerne, on souhaite peu l'impacter, c'est-à-dire que sur un surcoût de 15%, on pourrait impacter 5 ou 7%, c'est-à-dire la moitié. Je pense qu'il est bon de faire comprendre aux clients qu'il y a un petit coût supplémentaire qui va en l'occurrence dans la poche du producteur, mais d'impacter toute la hausse, il ne faut pas que ça soit dissuasif.
Alors justement, cette question du client, elle est importante. Une enquête de Jean-Noël Capfrère, professeur à HEC, affirme que 70% du public du luxe attend des marques qu'elles soient exemplaires en matière de développement durable. C'est un petit peu la question de l'argument de vente. Et le luxe éthique, bonsoir Isabelle Gollens. Une enseigne familiale suisse en a fait aussi sa marque de fabrique, c'est Zweier Caviar, j'espère que je prononce bien, qui se présente comme le premier caviar à éthique, comme quoi même dans la gastronomie, on tente aussi l'argument du développement durable. Exactement. Et derrière éthique, l'enseigne entend développement durable. Alors concrètement, le caviar Zweier est un caviar respectueux de l'environnement et surtout respectueux de l'espèce. Il faut rappeler que l'esturgeon qui produit les fameuses perles noires est une espèce menacée de disparition pour cause de surexploitation. La priorité donc pour la famille Zweier, élever et exploiter leurs esturgeons dans un écosystème naturel et protecteur. Et cet environnement, ils l'ont trouvé en Amérique du Sud, en Uruguay, dans le Rio Negro. Et oui, très précisément, à une centaine de kilomètres de Montevideo, la capitale. Plusieurs années de recherche et toute une équipe de biologistes russes ont été nécessaires pour trouver l'emplacement idéal, décrit comme l'endroit le plus favorable au monde pour l'élevage des précieux poissons, en dehors de la mer Caspienne, bien sûr. Les esturgeons y vivent dans des cours d'eau naturels et dans des conditions très proches de celles de leur habitat d'origine, sans recours à des produits chimiques ou à des additifs de type hormonaux, et leur nourriture est organique. Et visiblement, l'argument écologique a du succès auprès des clients, parmi lesquels on peut trouver plusieurs grands chefs comme Anne-Sophie Pic ou Andreas Caminada. Merci Isabelle. Alors justement, le développement durable, est-ce que c'est un argument de vente? Christine Péjaudier, vous nous disiez en début d'émission que finalement ça existait déjà, toute cette question du développement durable dans votre entreprise, et qu'il a fallu le rendre glamour finalement. Oui, donc on peut pas se contenter de ça. On a quand même travaillé pas mal dessus parce que effectivement au cours des générations, même si mon grand-père a dû travailler avec de la laine juste lavée, l'époque de mon père était en plein dans les choses rajoutées dans les produits pour que ça soit plus beau, plus doux, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu retour vers le futur. Oui. Voilà, j'ai dégraissé, je suis retournée un petit peu effectivement aux origines, mais en essayant de faire évoluer le produit aussi par rapport à l'innovation, par rapport aux conditions de travail, par rapport à un certain nombre de avec des tissus de créateurs aussi pour que ça soit vraiment dans l'air du temps, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est une vraie démarche entière, effectivement, et trouver des tissus de créateurs, trouver des partenaires qui ont la même démarche, la même recherche. C'est un peu aussi l'alliance de manière à arriver vraiment à un produit qui soit non seulement 100% propre, éthique et surtout hyper beau. Et désirable. Oui. Exactement. Alors, Alexandre Murat, ce qui ressort de votre ouvrage, c'est que de plus en plus de consommateurs de grand luxe, les clients très fortunés, sont demandeurs, finalement. Parfois, ils n'ont pas la réponse, d'ailleurs, en face d'eux, sans que ce soit pour autant un critère d'achat, tout de même. Alors, pas nécessairement un critère d'achat. En revanche, ça devient une demande de plus en plus forte. Ce qui est intéressant également, c'est que dans ces clients extrêmement fortunés, on a des consciences écologiques partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, sont les plus gros pollueurs, n'ont pas de conscience écologique, etc. Eh ben, c'est juste l'inverse, parce que vous avez un sondage annuel réalisé par National Geographic qui est fait chaque année, qui montre en gros la conscience écologique mondiale, ça s'appelle le Greendex. Eh ben, les premiers, ce sont justement les fameux BRICS, et dans les derniers, ce sont les pays de l'OCDE. Donc voilà. Comme quoi, il faut se méfier des a priori. Laurent Sbire, vous, est-ce que vous avez vu une évolution dans votre clientèle? Vous existez depuis 4 ans chez Luxetica. Est-ce qu'aujourd'hui, on entre davantage chez vous par la porte luxe ou par la porte Etica? De plus en plus par la porte Etica, et c'était le pourquoi du comment de la création de la société, donc j'en suis vraiment ravie. Néanmoins, il y a encore du travail à faire, et j'aimerais que cette proportion soit majoritaire, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. J'ai encore des clients, je pense qu'on est à 50-50, j'ai encore 50% de clients qui rentrent par la porte du luxe. Néanmoins, moi je leur délivre des hôtels et des lodges qui sont dans ma philosophie, donc ils rentrent par la porte du luxe, mais ils ressortent avec de l'éthique. Donc finalement, vous les convertissez finalement. Finalement, j'ai tout bon parce que j'ai réussi à justement favoriser du tourisme durable et à des clients qui ne le savaient pas forcément, qui ne le voulaient pas forcément en première instance, et finalement ils se disent pourquoi pas, l'air de rien. On y va.
On y va, on signe. Alexandre Murat, vous avez récemment ouvert votre site Adamance, donc au marché anglais, allemand et espagnol. Je pense qu'il y a une différence des attentes et de la prise de conscience de ces questions d'éthique dans le luxe. Alors aujourd'hui, je pense que, dans le milieu de la joaillerie, mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Laurence, parce que je pense que c'est très important, à la limite que les gens rentrent par le luxe ou par l'éthique. Quelque part, nous, on a un travail d'évangélisation à faire. Et c'est exactement ce que vient de dire Laurence, et c'est tout à fait juste. Et à la limite, les gens, effectivement, dans les différents pays, ont des niveaux de conscience différents, qui est issu de leur culture, bref, tout un tas de choses, peu importe, mais il faut que nous, quand ces gens-là arrivent sur le site, eh bien, ils puissent connaître et savoir qu'il y a un luxe éthique qui existe. Et après, ils choisissent d'y aller ou de pas y aller. Bon, ça, c'est après notre force de conviction ou pas. Mais on a clairement un niveau de conscience qui est différent. Je dirais juste en 2 mots, en gros, le milieu anglo-saxon et notamment aux États-Unis, pour ce qui est de la joaillerie et du diamant, ont un niveau de conscience beaucoup plus développé qu'en Europe et en particulier en France. Et ben voilà, on a encore des leçons à prendre. On a du travail. Beaucoup à vous tous. Donc, si vous voulez rentrer dans le luxe et dans l'éthique, adamance.com, Alexandre Murat. Et puis l'ouvrage La Nouvelle Alliance Luxe et Développement Durable. Vous achetez aussi un très bon lit au lit national. Christine Péjaudier, merci beaucoup. Et vous allez voyager avec Luxetica. Merci à vous, Laurence Beer. On se retrouve demain, nous, pour d'autres paris d'avenir spécial enfants. Je recevrai de jeunes entrepreneurs qui voient la vie en bio. Mais dans un instant, vous retrouvez New York Paris.